C'est un énième forfait qui vient encore endeuiller les familles. Le jeune Ibaravan, tué par des malfrats. Un autre chauffeur, cette fois-ci à Mouroumi, jeune chauffeur effroyablement agressé dans la nuit du 14 août dernier. Des cas qui viennent remettre en question l'opération Coup de poing qui a pour autant permis d'interpeller 715 personnes par les forces de l'ordre, dont 396 personnes de nationalité congolaise et 319 sujets étrangers qui sèment le désarroi dans nos quartiers. Des chiffres qui ont été rendus publics par le procureur de la République, André Okongakala, le 19 août dernier, après avoir effectué une descente au site de Texaco-Latimé où sont incarcérés les bébés noirs. Les bandits ont-ils repris du terrain? Comment résoudre les problèmes de banditisme dans les grands centres urbains? Comment faire pour éradiquer ce phénomène de manière définitive? Autant d'interrogations que nous essayerons d'épingler ce soir avec notre chroniqueur dans les chroniques de BFN. Bonsoir Fortune Angolali. Bonsoir Gabriel. Et bienvenue. Merci. La question du banditisme, Fortuna, dans le milieu urbain, notamment avec l'apparition des bébés noirs à Brazzaville et Pointe-Noire, préoccupe énormément les populations. Quelle est la situation actuelle dans les grands centres urbains? La situation demeure préoccupante. Vous savez, ce jeune étudiant dont vous faites mention dans votre introduction, selon les témoignages, est un jeune calme, voilà, un jeune travailleur. Et donc, quand on voit une vie écourtée, un innocent tué dans de telles conditions, le chauffeur qui a fait ce témoignage chez notre confrère Écho du Vrai, vous constatez que c'est difficile, vous constatez que la situation est très, très alarmante. Cette situation n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait 14 ans au total que nous parlons de bébés noirs, depuis 2010. Mais les autorités compétentes ont drainé les pas. On ne peut pas aujourd'hui, on n'a pas les statistiques, mais on peut compter quand même en centaines des tués, des crimes, des victimes de ces bébés noirs, et qui malheureusement règnent en maître malgré l'opération Coup de poing qui a été lancée. Donc la situation demeure préoccupante. Les Congolais, ceux qui vivent surtout dans des zones, on va dire, à risque, ne vivent plus en paix. Vous ne pouvez plus traîner tard dans la rue, même quand vous entrez chez vous. Même la journée, vous avez peur. Donc les populations vivent au quotidien sur la piscose, au quotidien sous l'effet de la peur, et simplement parce que vous ne savez pas à quel moment il peut vous agresser. Donc vous ne pouvez même plus jouir de votre propre liberté, sinon de la paix, elle devient très, 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 on va dire, susceptible. Mais qu'est-ce qui anime les sujets congolais, ces agresseurs-là, à agresser leurs confrères ou bien leurs compatriotes? Qu'est-ce qui peut être la raison? Non, mais il y a plusieurs raisons. Je vais épingler les causes même de ce banditisme. C'est connu de tous. Vous avez déjà la pauvreté, les inégalités sociales. Peu d'efforts se font au Congo pour réellement résoudre la pauvreté qui devient endémique. Vous avez les inégalités sociales, vous avez les mêmes qui sont là depuis des années, qui s'enrichissent, les mêmes qui sont là, qui vivent dans l'opulence, mais vous avez en face des populations qui depuis plusieurs années vivent dans la pauvreté. Et donc tout ça là, ça peut aujourd'hui, ça c'est connu de tous, ça peut être l'une des principales causes de la montée en puissance de la criminalité ou du banditisme. Et vous avez aussi les inégalités socio-économiques, les fortes disparités, je le disais tout à l'heure, entre les riches et les pauvres dans les grandes villes comme Brazzaville. Voilà, au village encore, c'est très difficile de faire cette distinction, mais à Brazzaville, voilà, c'est criant, c'est visible. Voilà. Donc vous avez ça, vous avez également l'optimisation des ressources inexistantes, redéploiement du personnel. Donc quand on regarde tout ça là, les inégalités sociales, on regarde les inégalités socio-économiques, vous avez l'exode rural et l'urbanisation rapide, vous avez la municipalisation accélérée qui devrait en réalité développer l'arrière-pays, contenir les jeunes dans leur environnement social, malheureusement, a
favoriser l'exode rural. Donc les routes, les voies de communication qui ont été construites donc, à l'occasion de la municipalisation accélérée pour désenclaver l'arrière-pays n'a pas réellement contribué à développer donc, l'intérieur du pays. Malheureusement, ces routes ont servi à conduire tous les jeunes qui sont dans les localités, tous les jeunes qui étaient très loin de Brazzaville, très loin de Pointe-Noire, en une journée, de quitter par exemple Ouisso pour se retrouver à Brazzaville, de quitter Djambala, Ngo, de quitter Dolisie, de quitter Nkaï, Madingo pour se retrouver dans les grandes agglomérations. Donc il y a cet exode rural. Vous avez aussi l'urbanisation rapide. On ne contrôle absolument rien à Brazzaville. Vous avez les gens qui occupent des zones qui ne devaient pas être, on va dire, construites. Le Brazzaville s'étend, mais s'étend, personne ne contrôle qui vit à tel ou tel endroit. Donc il y a cet afflux donc des populations rurales vers les grandes villes. Vous avez également l'augmentation des bidonvilles. On a des quartiers à Brazzaville qui n'existaient pas hier, mais qui ont été créés que par des populations sans aucune urbanisation. Personne ne contrôle. Donc vous n'avez pas réellement la possibilité d'aller sécuriser ces zones, vous n'avez pas d'électricité dans ces zones, vous n'avez plus d'eau dans ces zones. Donc les gens vivent dans la précarité. Vous avez aussi le manque d'infrastructures et qui peuvent constituer, vous avez le chômage et l'exclusion sociale, vous avez également l'exclusion des systèmes éducatifs. On n'a pas chez nous aujourd'hui la possibilité de suivre de très près les jeunes qui ne vont pas à l'école. Quelle est donc l'alternative quand on sait qu'il y a parmi donc ceux qui vont à l'école, il y a ceux qui décrochent? Quelle est donc l'alternative? Et si on constate qu'il y a des jeunes, il y a aussi beaucoup de jeunes qui pensent que l'école en soi n'est pas la voie opportune pour la réussite, donc il faut que le gouvernement ou les autorités compétentes trouvent les alternatives pour permettre à ces jeunes de se réinsérer. Donc il n'y a pas un dispositif qui a été mis en place pour suivre de très près les jeunes qui ont décroché, de suivre de très près les jeunes qui ont abandonné les études définitivement et de suivre même ceux qui n'ont pas des moyens d'aller à l'école. Et donc, quand vous traînez, vous n'avez rien à faire, vous êtes oisif, vous avez donc la tentation de se lancer dans ce genre ce type d'activité criminelle. Donc, voilà plus ou moins les causes de ce banditisme. Outre les agresseurs congolais, la présence de tant de criminels étrangers soulève des questions. Comment ces derniers sont-ils arrivés sur notre territoire et comment ils opèrent en toute liberté? Bon, vous savez que le Congo est en soi, d'abord et avant tout, une terre d'hospitalité. Voilà. Est-ce que c'est une raison? Non, je reprends à votre question. C'est une terre d'hospitalité. Nous recevons tout le monde chez nous. Vous avez aussi, depuis quelques années, la Centrafrique qui a connu des conflits armés. Nous avons reçu ici plusieurs réfugiés. Nous avons ici au Congo des réfugiés rwandais, même si plusieurs d'entre eux n'ont plus ce statut. Et nous avons ici nos frères en face, donc la RDC, et qui sont arrivés pour plusieurs raisons, aussi pour des conflits qu'ils ont connus chez eux. Donc on a beaucoup de nationalités ici, mais le problème, il y a aussi ceux qui rentrent d'une manière illégale. Donc les frontières sont totalement poreuses. Les frontières congolaises sont totalement poreuses. On ne contrôle pas réellement ceux qui viennent ici, comment ils entrent et par où ils entrent. Dans nos quartiers, nous cohabitons avec des étrangers, mais personne ne sait s'ils sont en situation régulière ou pas. Voilà. Donc, il y a d'abord des réfugiés qui sont arrivés, les Centrafricains qui sont là, vous avez nos frères rwandais, nos frères de la RDC qui sont ici depuis, vous avez aussi ceux qui viennent d'une manière illégale, voilà, dans l'illégalité totale, qui profitent de nos frontières, donc de la porosité de nos frontières, pour arriver au Congo, et quand ils arrivent, personne ne les contrôle, ils vont donc dans les périphéries de Brazzaville, ils vivent dans des taudis, ils vivent dans des maisons inachevées, et personne ne les contrôle, et même leurs activités. Donc on a des témoignages, par exemple, à Kangambandi, par exemple, à Jamaïque, c'est dans Kangambandi, c'est dans le 9e arrondissement, si je ne me trompe pas, mais Jamaïque, c'est à Talangaï, dans le 5e arrondissement.
dans le 6e arrondissement, pardon, donc le 6e arrondissement, Talangai, Jamaïque et Kangamba. Donc voilà. Et donc, dans ces quartiers, nous avons des témoignages qu'il y a des sujets, par exemple, centrafricains qui se battent tout le temps dans ce quartier. Donc, ce qui est regrettable, c'est que il n'y a pas un véritable dispositif pour suivre de très près ces étrangers qui sont ici. Et depuis que nous savons qu'il y a des étrangers, puisque ce n'est pas pour la première fois qu'on interpelle les criminels étrangers chez nous, je pense qu'il devrait quand même avoir des contrôles quotidiens des étrangers qui sont ici. Et ceux qui sont en situation irrégulière, je ne vois pas pour quelle raison le Congo va continuer à héberger des criminels qui tuent les populations. Vous savez qu'un Congolais, un citoyen tué, c'est un incident très très grave. C'est un acte très très grave. Un Congolais en insécurité devait préoccuper tout le monde. Donc quand on voit faire les étrangers, loin d'être xénophobes, je parle de ces étrangers criminels et qui tuent dans ce pays sans qu'ils soient inquiétés, je pense que les autorités compétentes devraient, surtout pour lutter contre ce qui se fait actuellement, lancer même les opérations de contrôle des étrangers, qui sont surtout ceux qui sont en situation irrégulière, et trouver un moyen de les rapatrier. Fortuna, quel type d'opération la police et la gendarmerie peuvent-elles mener pour combattre cette criminalité grandissante? Bon, vous savez que la police a lancé, nous l'avons dit, l'opération coup de poing. L'opération coup de poing, c'est une approche, c'est l'une des solutions, mais pas l'unique solution, puisque ça ne dépend pas que de la police. Vous avez ce qu'on appelle les opérations de ratissage et de contrôle, hein, c'est des patrouilles renforcées. Les policiers donc doivent régulièrement passer. J'ai déjà vu des policiers dans notre avenue, notamment faire des patrouilles pédestres. Donc il y a ça aussi, il y a l'opération de sécurisation des quartiers sensibles, l'opération coup de poing qu'on a lancée. Vous avez constaté que et les gendarmes et les polices, ils sont allés dans les bas-fonds de Brazzaville pour aller traquer les malfrats. Ils ont mené des opérations, mais dont il faut louer ici, parce que c'était à la fois filmé par des journalistes qui les ont accompagnés sur le terrain. On a vu qu'ils sont allés très loin là où se cachent ces malfrats. Donc vous avez l'opération coup de poing. Vous avez également, dans la police, on appelle ça les opérations de démantèlement des gangs, hein, et des réseaux criminels. Donc on infiltre, on mène les enquêtes. Vous avez également la possibilité pour les policiers d'utiliser aujourd'hui la nouvelle technologie. Il y a eu un moment ici à Brazzaville où on avait placé des caméras dans des grandes artères de Brazzaville. Je pense que c'était une très très bonne initiative, puisque vous savez que la police elle-même souffre en déficit en personnel, donc elle ne peut pas être à Brazzaville partout et au même moment. C'est pour cela que souvent ils arrivent sur les lieux un peu tard, quand les crimes ont déjà eu lieu. Donc il y a aussi la possibilité de mettre des caméras dans ces zones à risque, et pour que la surveillance, pour que ces caméras permettent à la police au moins d'avoir un peu la traçabilité de tout ce qui se passe dans le quartier. Vous avez aussi, toujours avec la nouvelle technologie, la possibilité de renforcer, on va dire, les relations donc avec la population, en instaurant peut-être des applications mobiles qui permettront à la population de signaler automatiquement à la police les cas de crime dans leur quartier, d'alerter la police, aussi de faire en sorte que la ligne verte soit réellement fluide pour que les policiers agissent rapidement. Donc il y a pas mal d'opérations, mais seulement on a aujourd'hui, la police elle-même n'est pas dans toutes les capacités de lutter contre ce phénomène. Cela n'est pas seulement de la responsabilité de la police elle-même. Il y a des raisons sociales et même politiques. Vous savez que la police n'a pas suffisamment d'effectifs, je le disais tout à l'heure. La police a un problème d'équipement aussi. Voir les policiers notamment marcher, ils sont 5-6 dans un quartier à risque. Imaginez que 20 bébés noirs surgissent. Avec même le si manque donc, d'électricité aussi, c'est pas un danger pour eux aussi. Donc vous constatez que les policiers travaillent dans des conditions assez difficiles, et je pense que les autorités gouvernementales devraient renforcer la police, devraient aussi
comment on dit ça, former les policiers, spécialiser les policiers dans la lutte contre la criminalité dans les grandes villes. Vous savez que c'est pour cela que nous devons préserver cette paix que nous avons aujourd'hui et ne pas laisser la criminalité monter, parce que depuis le 5 juin, cette guerre que nous avons connue 97, tous les secteurs sont malades dans ce pays, tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur qui est exempté. Donc, de la même manière que nous nous attaquons souvent aux forces de l'ordre, qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils sont corrompus, qu'ils ne font pas bien leur travail, et c'est comme ça que nous pouvons aujourd'hui voir le secteur de la santé, le secteur de l'enseignement et même le secteur de la communication. Donc, la police a connu quand même beaucoup de problèmes à la sortie. D'ailleurs, rien n'existait. Cette police n'existait pas, l'armée était divisée, donc il fallait la reconstituer. On a intégré donc, surtout pour des efforts de guerre, plusieurs personnes dans la police qui n'ont pas la passion de cette profession, qui n'ont pas aucune vision, qui n'ont jamais aimé la police. Et sinon, et quand ils arrivent, c'était pour résoudre le problème du chômage, voilà, ou encore parce que à cette époque-là, pendant la guerre, il avait tenu l'arme, donc il fallait l'intégrer dans la police. Mais c'est des gens qui n'ont pas pu se faire former, et même quand ils ont été formés, n'ont pas la maîtrise de la déontologie. Est-ce qu'on peut comprendre par là qu'il y a le manque d'éthique? Est-ce que ça manque au sein de la police? Je l'ai dit, dans tous les secteurs, la police est un métier noble comme le journalisme d'ailleurs. C'est un métier noble. Mais seulement, on a vu les dirigeants de la police plus d'une fois radier de leur rang des policiers dont on appelle des ripoux. Voilà, des gens qui récidivent tout le temps. Nous avons vu encore le nouveau commandant de la police interpeller les commissaires. Il y a même certains qui ont été sanctionnés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la police est aujourd'hui touchée par celles et ceux qui n'ont pas la déontologie, qui sont arrivés dans ce monde sans aucune passion. Et donc, c'est souvent ces gens qui sont corrompus, ces gens qui ternissent l'image de la police. Et c'est ce qui fait aussi que cette police-là perd la confiance vis-à-vis de la population. Donc, il y a la professionnalisation de la police. C'est ce qu'ils ont commencé à faire, puisqu'ils ont inauguré un séminaire sur la déontologie. Je crois que le nouveau commandant est conscient qu'il faut professionnaliser en formant, en spécialisant, et surtout en inculquant, en apprenant à ces gens ce que c'est que la déontologie. Et après, il faut que la police renforce son amour, on va dire comme ça, sinon se rapproche de plus en plus de la population. Parce que sans l'appui de la population, il serait très difficile pour la police ou la gendarmerie de réussir la lutte contre le banditisme. Parce que si les parents, si les familles ne font pas confiance à la police, si la police ne redore pas son image vis-à-vis des parents, s'il n'y a pas la complicité entre la population, cette solidarité, il serait difficile. Parce que le policier n'est pas omniprésent pour savoir qu'il y a un bébé noir, par exemple, dans telle rue, dans telle cité, dans telle maison. Il faut que ceux qui habitent ces zones-là soient capables d'appeler la police, de signaler la police. Aussi. Malheureusement, il y a une méfiance qui est née depuis quelque temps, et donc il est très difficile aujourd'hui pour la police de réussir seule. Mais il y a aussi les dirigeants qui n'accompagnent pas réellement la lutte contre cette opération. Le gouvernement a des très très bonnes intentions, mais seulement ça traîne à se matérialiser. Si depuis des années on avait pensé à créer des centres de réinsertion, si depuis des années on avait pris en charge tous les jeunes qui ont décroché, tous ceux qui quittent leur village pour venir ici, si le gouvernement avait tous les dispositifs pour développer l'arrière-pays, je crois qu'on n'aura pas donné autant de travail à la police. C'est vrai que c'est leur travail, mais le gouvernement aussi traîne les pas. Donc voilà un peu l'opération coup de poing. D'aucuns pensent que c'est un échec. Oui, un échec. Je ne vois pas comment on peut parler d'échec quand l'opération est en cours. Le bilan n'est peut-être pas positif, mais avoir un bilan négatif ne veut pas dire que c'est un échec, puisque l'opération est en cours. Mais c'est très difficile pour la police de réussir cette mission si elle n'a pas réellement l'équipement qu'il faut, s'il n'a pas réellement l'effectif qu'il faut, et si le gouvernement ne l'accompagne pas ou n'accompagne pas les gendarmes et les policiers. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, vous l'avez dit que la police doit travailler ensemble avec les communautés locales. Quel rôle les parents doivent-ils jouer dans cette lutte contre le banditisme? Mais les parents ont un rôle très très important à jouer. Voilà, c'est vrai que la plupart, nous l'avons dit, que la pauvreté est l'une des principales causes.
Voilà, il y a des parents qui, chaque jour, doivent sortir le matin pour rentrer le soir. Et donc, ils n'ont pas le contrôle de leurs enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils font à la maison, quels sont les films qu'ils suivent. Parce que la télévision aussi, plusieurs programmes peuvent influencer négativement le comportement des enfants. Et donc, à cause de la pauvreté, il y a plusieurs parents qui ne peuvent pas aujourd'hui suivre ou éduquer réellement leurs enfants ou offrir à leurs enfants l'avenir qu'il faut ou la vie qu'il faut. Mais cela ne doit pas dédouaner totalement les parents, puisque en fin de compte, c'est que quand vous constatez que votre enfant déroute, c'est déjà une alerte. Il faut se rapprocher, soit des services, rapprocher des psychologues, rapprocher de ceux qui sont capables de vous aider. Voilà, il y a dans ce pays, même si ça ne fonctionne pas comme tel, mais vous avez au sein du ministère des Affaires sociales ce qu'on appelle l'assistance sociale. Voilà, la possibilité d'accompagner les familles démunies, la possibilité d'accompagner les familles et qui sont dans le besoin même pour élever leurs enfants. Donc, les parents sont d'abord les premiers responsables je ne dis pas les causes, les premières causes du banditisme, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ils sont premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Donc ils sont en contact permanent de leurs enfants et donc quand il y a un problème, il faut qu'ils alertent quand ils pensent qu'ils sont plus dans la capacité d'éduquer, de protéger, il faut qu'ils alertent, mais sinon il faut que les parents veillent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je le disais, il faut qu'il y ait une complicité entre les parents et les forces de l'ordre, sinon une complicité entre les parents et les autorités. Le but n'est pas de livrer l'enfant pour qu'il soit incarcéré ou tué. Le but, c'est de voir la possibilité de réinsérer, de rééduquer cet enfant. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas, bon, si je livre, je ne vois aucune mère qui va penser à livrer son enfant aussi facilement à la police. Ce serait difficile par rapport à nos cultures, par rapport à notre manière de voir les choses. Mais je pense que pour le bien de l'enfant, il faut d'un côté, les autorités rassurent les parents. Si on avait des centres de réinsertion, les parents, à mon avis, devraient donc amener les enfants vers les autorités. Et c'est le devoir des parents de protéger les enfants. En parlant du gouvernement, tout à l'heure, vous l'avez dit, certains critiquent sa léthargie face à ce phénomène. Que pensez-vous nous dire à ce sujet ? Oui, le gouvernement est vraiment dans la léthargie. Le gouvernement a des très très bonnes intentions. Voilà, et quand on regarde ce qui s'est dit au Conseil de ministres, voilà, ce sont des très bonnes intentions. Le projet en cours de centre d'Aubéville, c'est un très très bon projet. Vous avez d'autres centres qui vont s'ouvrir dans la partie nord du pays, mais seulement où ça traîne. Le gouvernement aujourd'hui se retrouve face à plusieurs priorités. Je pense, à mon avis, face à l'urgence, parce que voir des populations tuées, malmenées, maltraitées et par des bandits sans que la police et sans que le gouvernement agisse avec efficacité, ce n'est pas du tout bon. Donc le gouvernement doit regarder les priorités à l'heure actuelle. Et surtout pour ce gouvernement Makosso qui n'a que 2 ans maintenant face à lui. Je crois que le gouvernement doit revoir ses priorités. Aujourd'hui, la sécurité des populations passe avant tout. Quand je parle de la sécurité, il y a la sécurité contre les bébés noirs. Il y a également la sécurité alimentaire qu'il faut voir. Donc, il faut que le gouvernement essaie de voir dans les jours à venir les priorités, les réduire. Au lieu de se mettre sur tous les champs au même moment, ce serait difficile de s'en sortir. Et là, aujourd'hui, de prioriser peut-être la sécurité en renforçant la police et les gendarmes avec tout ce qu'il faut, en accélérant les travaux des centres de réinsertion, voilà, de renvoyer à l'école les enfants qui ont abandonné les études, puisque je me suis retrouvé avec un jeune aussi qui est dans ces jeux-là, mais qui m'a dit, bon, moi, je prépare le BPC cette année et je n'ai pas de moyens. Donc, je suis à la maison, il a été donc radié de son école à cause du banditisme, mais pas de suivi. Donc, l'école qui devrait former n'a pas pu à refouler. À la maison, son père et sa mère sont totalement démunis, pas de moyens. Sa mère doit sortir chaque matin pour aller à Comé et revenir. Et donc, l'enfant est dans la rue avec les autres matin, midi, soir. Mais il doit repartir à l'école, il n'a pas de moyens. Mais le temps de rattraper ça, c'était trop tard.
Il a quand même su présenter son BPC, il ne l'a pas obtenu, mais il avait la volonté d'aller à l'école. Donc il y a quand même des enfants, dont ces bébés noirs, qui sont des enfants récupérables, bien sûr, puisqu'on ne peut pas les jeter, on ne peut pas les tuer. Donc le gouvernement a le devoir de tout faire pour redresser ces enfants. Sinon, dans 10 ans à venir, c'est pas le souhait de tout le monde, mais il faudrait pas qu'on arrive à un niveau où personne ne les contrôle et ce sont eux qui règnent en maître dans ce pays. Le procureur de la République, lors de sa descente, a dit, je le cite, « La justice doit être forte et impitoyable face à ces assassins ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là et comment comprenez-vous cette citation? Oui, écoutez, la justice doit être forte. Oui, la justice doit être forte puisque vous savez on parlait de la police tout à l'heure pour encore montrer la volonté de ces gens. On a déjà vu plus d'une fois comment les policiers ont interpellé 800, ils ont interpellé, là vous avez parlé de 715. Alors, les policiers, c'est leur devoir d'interpeller, d'arrêter, mais ce n'est pas leur devoir de juger, ce n'est pas leur devoir de garder. Donc, c'est à la justice de faire le travail. Quand les policiers ont arrêté, ont interpellé, la justice doit traiter cas après cas, cas après cas, cas après cas. Mais seulement, vous avez constaté qu'à l'Assemblée nationale, il y a un député qui a interpellé le gouvernement sur la léthargie, sinon la lenteur dans le traitement des dossiers. C'est le député Antoine Bien-Aimé Ombamandon qui s'est inquiété des procès sur ces bébés noirs. Donc la justice doit faire son travail pour voir, parce qu'à travers la justice, il y a la possibilité de réinsérer ou non ces jeunes. Il y a la possibilité de rééduquer ces jeunes, même dans la prison. On peut les rééduquer. Est-ce que c'est des jeunes qu'on doit garder à la maison d'arrêt? Si on doit garder à la maison d'arrêt, forcément, on a vu comment l'administration pénitentiaire est en train de s'organiser pour éduquer, pour former. Vous avez même là-bas les églises qui vont pour prêcher. Il y a la possibilité de rattraper certains. Mais il y a aussi la possibilité de réinsérer d'autres sans pourtant les garder au niveau de la justice. Mais c'est la justice qui doit traiter ces cas. Mais malheureusement, nous ne cesserons de le dire jusqu'à ce que les choses marchent. La justice congolaise, elle est totalement malade. C'est pas moi qui le dis en premier. Le président de la République lui-même a indexé cette justice d'être totalement malade, totalement cancéreuse. Donc aujourd'hui, il faut que la justice se mettre réellement en branle pour protéger la société. Et je crois que le procureur lance cet appel. Ah oui, mais c'est aussi de son propre devoir de booster les choses pour que la société ou les populations soient protégées. Quelles sont donc les solutions pour résoudre ce phénomène de banditisme urbain de manière durable? Bon, dans toutes les villes au monde, vous trouverez toujours le banditisme d'une manière ou d'une autre. Vous trouverez les gangs, et dans les grandes villes. Il y a aussi, nous avons parlé tout à l'heure de la surpopulation. Brazzaville, hier, avant même les indépendances, ou juste après les indépendances, n'avait pas cette population. Nous sommes aujourd'hui, au niveau de Brazzaville, près de 2 millions et quelques, sinon 3 millions à Brazzaville. Donc la ville se développe, mais le développement ne suit pas. Et donc, en ce moment, on va toujours se retrouver d'une manière ou d'une autre avec ces phénomènes-là. Mais le problème aujourd'hui, c'est la justice, mais c'est d'abord et avant tout la lutte contre la pauvreté, c'est de renforcer le système éducatif, c'est de suivre les jeunes qui ont abandonné les études, c'est développer l'arrière-pays, comme je le disais, donc lutter contre la pauvreté, pour que ceux qui sont à l'intérieur se contentent des activités dans leur environnement, que de venir au centre-ville, dans les grandes villes, pour ne rien faire. Pour la plupart qui arrivent ici, ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas le job. C'est pour ça que vous avez vu que rapidement s'est développé à Brazzaville, comment on appelle, le transport, les taxis motos. Parce que pour ces jeunes-là, c'est un moyen de survie. Mais ça ne peut pas être ça dans un pays qui se veut émergent dans quelques années. Et il faut qu'il y ait des politiques fortes, des politiques pragmatiques qui puissent donc redresser, accompagner les jeunes depuis la naissance jusqu'à l'épanouissement, la police doit être forte, la gendarmerie doit être bien équipée, vous devez avoir une justice forte pour que chaque citoyen se sente en sécurité. Mais sinon, si tout cela n'est pas fait, ce serait difficile de réussir. Merci Fortuna Ngoulali pour cette analyse complète. Espérons que ces recommandations seront entendues et que des mesures concrètes seront prises pour assurer la sécurité de nos citoyens. Merci chers internautes, nous sommes à la fin de notre chronique BFN. On se dit à très bientôt. Commentez et surtout partagez le contenu. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.